Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Les sanctions économiques ont l'effet sur les pouvoirs à qui elles sont infligées du mercurochrome sur la jambe de bois. Cuba, 54 ans d'embargo, Fidel Castro est resté en place durant 49 ans. L'Iran est sous embargo depuis 95, la République islamique reste en place. Les sanctions économiques ont un effet pervers, elles appauvrissent les populations, mais elles renforcent parfois le régime autoritaire quand la population est solidaire de ses dirigeants sur le mode « seul contre le reste du monde ». La Russie est sous sanctions. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, ça ne change pas grand-chose. Et gare au retour du bâton, si le prix du gaz est multiplié par 2, comme le promet Poutine, l'Allemagne a du souci à se faire, qui importe 55% de son gaz de Russie. Avec leurs petits bras musclés, Joe Biden ou Emmanuel Macron font des moulinets, mais tout cela est l'écume. Seul un rapport de force militaire infligerait Poutine. Mais qui est prêt aujourd'hui à se battre sur le terrain pour sauver l'Ukraine? Personne. Alors oublions les palabres et constatons les dégâts. Poutine fait ce qu'il veut. Bonjour. Oui. Bonjour, Gérard Carreau. C'est un peu... Non, c'est un raccourci, mais c'est un raccourci qui me paraît plutôt juste. Alors ça, vous êtes gonflé de dire que je suis un munichois, c'est le contraire. Non, attendez, il y a trois options, on ne fait rien. Je dis bonjour. Bonjour. Je dis bonjour à Laurent Geoffrey, je dis bonjour à Dominique Jamais, je dis bonjour à Serge Grouard, qui est maire d'Orléans. Je pense qu'il y a un petit peu d'écho sur notre plateau, je le dis pour la régie. Voilà, il n'y en a plus. Bon, le but souvent de cette entrée en matière, c'est de vous faire réagir, bien sûr. Mais... Vous me dites traiter de munichois, ce qui n'est pas gentil. Non. Et ce qui est faux. Je constate que ça ne sert à rien. Je dis que les sanctions économiques ne servent à rien et je le prouve. Donc il ne faut rien faire. Si. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut envoyer des hommes. Et on va envoyer l'armée française en Ukraine? Alors on fait rien. C'est vous qui appelez un munichois? Oui. Non, moi je suis pour les sanctions. Mais ça sert à rien les sanctions. Ça sert à rien, si, ça fait payer un prix. Vous allez voir. C'est nous qui payons. C'est nous qui allons. Non, c'est pas vrai. Le gaz va augmenter. C'est les deux. On l'a déjà vu et on le voit sur le gaz actuellement. C'est la bonne conscience. Sur la même ligne, il ne faut rien On se faire. donne bonne conscience avec des Qu'est-ce qu'il faut faire s'il n'y a pas de sanctions économiques? On se donne bonne conscience. Il ne comprend qu'une chose, si vous voulez. C'est le rapport de force militaire. Et bien sûr. Voilà, c'est tout. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement qu'il y ait une mobilisation à faire des forces de l'OTAN. Il y a des précédents bien connus aux empiètements des dictateurs. Au moins quand Hitler remilitarisait la Rhénanie, le président du Conseil de l'époque, Albert Sarraut, avait dit « Strasbourg ne restera pas sous le feu des canons allemands ». Ensuite, Strasbourg était resté. Et Paris. Sous le feu des mêmes canons. Mais là, on a une situation intéressante et très munichoise, effectivement, puisque Poutine sait que quoi qu'il arrive, l'Occident ne recourra pas aux armes. C'est merveilleux, c'est magnifique. Comme c'est quelqu'un qui, bien que paranoïaque, il paraît que c'est un paranoïaque, dangereux. Tous les dictateurs ou tous les pouvoirs autoritaires le sont plus ou moins. C'est rare dans le langage diplomatique qu'un chef d'État traite un autre chef d'État de paranoïaque, mais c'est vrai qu'il s'est mal conduit. Qui a traité de Macron? Macron. Mais il ne l'a pas dit officiellement, c'est des propos off. Je ne sais pas. Macron l'a dit, je ne saurais vous dire sous quelle forme. Mais ce qui est probable, c'est que Poutine, qui bien que paranoïaque, prépare son coup depuis un certain temps, je pense qu'il a prévu et les sanctions et l'effet des sanctions et éventuellement une politique alternative aux sanctions. Il y a un grand pays qui s'appelle la Chine qui ne condamne pas du tout la Russie, qui ne prévoit pas de sanctions. Il y a des banques à Hong Kong. Les sanctions qui en effet en général ne sont pas suivies d'effets ne seront probablement pas dans le cas présent. Les oligarques, là je fais mon provocateur de base, les oligarques qui sont à Courchevel en ce moment, mais il faut aller les chercher à ce moment-là. Mais vous avez toujours des solutions. Non, c'est ça, c'est des sanctions. Vous voyez, je m'amuse avec, mais ça va vous faire sourire, bien évidemment. Mais puisque hier Joe Biden disait, voilà, on va couper les ponts, les banques des oligarques, etc. Référence à la crise de votre raisonnement revient à dire on ne fait rien. Moi, je vais faire référence à une autre période. Puisque personne. C'est la question de la crise de Berlin. Et quand Kennedy, à l'époque, donc on est en fin des années 50, 60, 61, juste avant la construction du mur de Berlin, Kennedy va à Berlin et il dit « Ich bin ein Berliner ». Voilà. Et là, les soviétiques à l'époque commencent à s'arrêter. Monsieur le maire, voilà, donc il n'y a pas aujourd'hui... Ça veut dire qu'il faut se préparer à faire une guerre mondiale. Mais c'est exactement cela qui conduit aux défaites. C'est-à-dire que l'on ne veut pas établir le rapport
de force. On fait de la diplomatie quand l'autre amène des chars. Et l'on a vu effectivement dans la crise des années 30 où cela avait conduit. Ça a conduit à la remilitarisation de la Rhénanie, ça a conduit à l'Anschluss, ça a conduit à la Tchécoslovaquie qui a été dépecée et ça a conduit à la guerre lorsque la Pologne a été envahie. Voilà, c'est tout. Donc il y a un rapport de force à instaurer. Effectivement, vous avez raison, on ne veut pas l'instaurer. Mais ce qui est dramatique là-dedans, c'est qu'on est totalement à contre-pied parce qu'il fallait faire à l'époque, regret, de la Russie un allié. Et on l'a quand même rejeté, la Russie. Et maintenant, on a cette alliance complètement absurde entre la Russie et la Chine. Bon, on va écouter quand même quelques passages. Je vous donne la parole tout de suite après, parce que je veux quand même qu'on écoute et Poutine et Biden, mais vous n'avez pas parlé, donc je veux bien laisser la parole à Poutine et Biden d'abord. Voilà. Alors, d'abord, Poutine, jusqu'où veut-il aller? Jusqu'où pense-t-il aller? Il a donné la réponse, mais faut-il le croire, bien sûr. C'était hier. Je veux dire tout de suite que nous avions prévu qu'il y aurait des spéculations comme quoi la Russie s'apprête à reconstituer un empire à l'intérieur des frontières impériales. Ce n'est absolument pas vrai. Après l'effondrement de l'URSS, la Russie a reconnu toutes les nouvelles réalités géopolitiques et, comme vous le savez, travaille activement à renforcer notre interaction avec tous les pays, les États indépendants qui ont émergé dans l'espace post-soviétique. Et après, on va écouter Biden et je vous donne la parole. D'ailleurs, il n'a pas envahi le Donbass. Il a reconnu. Vous voyez, c'est les mots. Sauf qu'il y a quand même des chars qui sont entrés. Oui. C'est pas une invasion du tout, mais c'est vrai. Non, mais pas encore, paraît-il. Non, mais il n'a pas envahi. Il a demandé à son armée d'aller maintenir la paix. Oui, mais comme tout le monde dit à peu près, ou n'importe quoi, on essaye d'être juste. Il n'a pas envahi le Donbass. Il a reconnu ces deux provinces. Et il a dit qu'il enverrait son armée sur place. Alors, écoutons Biden maintenant. C'est-à-dire de l'autre côté de la frontière. Pas une invasion, mais enfin, c'est quand même une incursion. Biden. C'est le début d'une invasion russe en Ukraine. Comme Poutine l'a indiqué et a demandé la permission de pouvoir le faire à sa Douma, alors je vais commencer à imposer des sanctions en réponse, bien au-delà des mesures que nous, nos alliés et partenaires, avons mises en œuvre en 2014. Moi, il me semble que les jeux étaient faits déjà il y a plusieurs semaines. À 3 reprises au cours des dernières semaines, le président des États-Unis, Joe Biden, a dit « Je n'enverrai pas de troupes au sol, sur le terrain ». À partir du moment où la seule puissance au monde qui pouvait effectivement s'adresser à l'Union soviétique, enfin à l'ex-Union soviétique, la Russie d'aujourd'hui, c'était les États-Unis, et que les États-Unis ont dit pas de no boots on the ground, pas de troupes sur le terrain, les jeux étaient faits. Et comme Poutine, sa détermination était absolue de ne pas rentrer bredouille de cette crise, il a pris son gage, premier gage. Il va voir la suite. La suite, elle est dérisoire. Les sanctions telles qu'elles ont été données là sont absolument dérisoires. On va nous expliquer que c'est très important, etc. C'est du baratin. C'est du baratin. Le seul moment, si vous voulez, dans l'histoire contemporaine, moi je me souviens, j'avais 20 ans, je l'ai vécu dans un autre pays que la France, j'ai vécu la crise des missiles de Cuba. Ça a duré pendant une semaine où véritablement la guerre était possible, et elle était possible nucléaire, qu'avec Kennedy d'un côté et avec Khrouchtchev de l'autre. C'est le seul moment. Est-ce que vous imaginez que Kennedy, ou son frère, qui était à l'époque à la décision avec lui, aurait dit « Jamais nous n'enverrons de troupes, jamais nous ne ferons la guerre pour Cuba ». Évidemment, ils ont fait le contraire, ils ont dit le contraire. Celui qui dit « Je n'irai pas ». Excusez-moi, mais c'est pas exact. Mais, tout à fait. Dites-moi en quoi ce n'est pas exact. On est sorti de la crise justement parce que les États-Unis ont promis de ne pas envahir Cuba. Précisément. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, non. Les deux marines américaines, je connais la crise soviétiques, comment ils se sont fait face. Comment ils sont sortis de la crise? Les soviétiques n'ont pas amené leurs missiles à Cuba. Et les États-Unis ont promis en échange de ne pas envahir Cuba, ce qu'ils n'ont pas fait. Mais c'est la marine soviétique qui a leurs missiles de Turquie. Non, c'est ça. Il y avait deux clauses. Voilà, on enlève les missiles de Turquie. Deux, le raisonnement de Gérard est, à partir du moment où Biden a dit il n'y aura pas de troupes. Le raisonnement est impeccable. Voilà, c'est ça que je retiens, le raisonnement. Donc vous allez militer pour qu'on envoie l'armée française en Ukraine. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. Non mais dites-le.
Vous savez qu'il y a quelque chose de curieux de Oui, mais personne ne répond. Vous allez donc tous militer pour qu'on envoie l'armée française en Ukraine? Non, donc on souligne que ça sert à rien. Donc on ne fait rien. Rien. C'est comme si on faisait rien. Évidemment rien. C'est exactement ça. Votre proposition est qu'on ne fasse rien. Mais c'est la même chose qu'on C'est le lobby fait. pro-russe. Mais c'est la même chose. mais non, C'est le lobby pro-russe. C'est C'est exactement ça. Mais non, Poutine fait. Poutine attaque, on ne fait rien. Non, mais le conclusion ça ne de ce sert que à vous dites, rien. donc on ne C'est fait ce qu'on rien. vous explique, on essaye. On ne fait rien. Mais vous faites des choses pour que ça ne serve à rien. Peut-être que toute votre vie a été comme ça. Nous, on essaye de décrypter. Mais toute votre vie est faite d'incompétence géopolitique totale, Toute excusez-moi. votre vie politique, je dis bien. Peut-être que vous faites des choses uniquement pour la galerie. Ouais, il faut faire la guerre, il ne faut pas faire la guerre. Vous dites n'importe quoi. Mais je dis pas n'importe. On essaye. C'est pas rationnel ce que vous dites. La seule manière. Vous dites il ne faut rien faire. Laurent, je ne dis pas ça. On Il essaye. ne faut rien faire. Laurent, d'abord, moi, je suis rien pour dire ce qu'il faut faire ou pas. Ça ne vous empêche pas de vous exprimer. J'essaye de décrypter. Oui, non, vous donnez votre opinion. Vous avez Non. Bon, d'accord. Mon opinion, je constate que ça sert à rien. C'est votre opinion, c'est pas. Mais non, c'est factuel. Je m'aperçois que les sanctions. C'est votre démonstration à vous. Mais alors, où les sanctions économiques ont été efficaces? Je pense qu'à mon avis. Non, mais dites-moi. Je peux vous répondre? Oui. Le gaz, c'est la principale ressource financière de la Russie. Oui, ça va être dur pour l'Allemagne si ça s'arrête, ils ont moins d'argent. Oui, ils vendront aux Chinois. C'est ce qu'on appelle une sanction. Ils le vendront ailleurs. Ils le vendront aux Chinois, notamment ailleurs. Mais vous n'en savez rien. Mais bien sûr que si, c'est évident. Mais à qui? Il y a la Chine à côté. C'est ça, moi, c'est pas mon avis. Est-ce que On essaye de donner les clés à ceux qui nous regardent. Non, vous donnez une opinion qui ne tient pas debout. Je voudrais faire une remarque pour changer un peu si vous me permettez, pour essayer de changer un peu l'orientation du débat. Il y a eu une époque, assez récente encore, où l'URSS, qui était dirigée par un dictateur passablement paranoïaque, Staline. Et puis ensuite, il y a eu Brejnev, qui n'était pas terrible non plus. À cette époque-là, l'URSS occupait la moitié de l'Europe. Oui. Elle réprimait, elle tenait sous sa botte cette moitié de l'Europe. Elle réprimait dans le sang les émeutes de Poznan, les émeutes de Berlin, la révolution hongroise, la révolution tchécoslovaque. Et on était beaucoup moins sévère avec Staline et Brejnev qu'on l'est aujourd'hui avec Poutine, qui pourtant ne fait pas le quart de la moitié de ce que faisaient les gens comme Staline ou Brejnev. Une bonne remarque. Et la façon dont on traite Poutine en parole, la façon dont on traite Poutine en parole, montre à quel point on a moins peur de lui que de Staline ou de Brejnev. C'est parce que la Russie, aux yeux de beaucoup de gens, est affaiblie qu'on compense par la violence des paroles et par un délire verbal l'absence d'action qui est le point commun entre la période de Brejnev et la période de Poutine. Absolument. Je donne la parole, mais vite. Le fond de l'affaire, c'est que les peuples qui entourent l'Empire russe, instruits par l'histoire... L'Empire russe. La Russie? Oui. La Russie, instruits par l'histoire, souhaitent ne pas dépendre de Moscou. C'est ça le fond de l'affaire. Ils souhaitent... Pas le Donbass. À part les russophones ou les gens qui sont très proches des Russes. Oui, mais c'est une minorité. D'accord. Le peuple ukrainien ne souhaite pas être sous la coupe des Russes. Il l'était. Il a renversé ce pouvoir pro-russe pour mettre un pouvoir pro-européen. Il cherche d'avoir des liens avec les Européens, ce qui est leur droit le plus strict. Ils sont souverains. Et ils souhaiteraient rentrer dans l'OTAN. C'est ça le fond de l'affaire. C'est qu'ils se méfient de Poutine à juste titre. Et tout ce baratin sur oui, mais on n'a pas parlé à Poutine, machin, pas du tout. Poutine veut avoir une influence sur les marches de sa fédération de Russie. Même si convenons que la Russie n'est pas l'URSS, que ça n'a même rien à voir, que c'est contrairement à ce qu'on dit, c'est même c'est assez faible aujourd'hui la Russie. C'est ça la réalité par rapport à ce qu'elle était. Pas militairement. Oui, pas militairement. Mais pas dans la manifestation de la volonté politique, parce que dans la volonté politique, c'est l'Occident, les États-Unis en tête qui sont faibles, et c'est nous qui sommes faibles. Avançons. Je voudrais qu'on écoute Jean-Yves Le Drian, le ministre qui devait d'ailleurs rencontrer le ministre, et c'est annulé, et évidemment le ministre des Affaires étrangères russe, il devait le rencontrer vendredi, c'est annulé. Écoutons Jean-Yves Le Drian. C'est une vraie solidarité entre nous, une vraie solidarité à l'égard de l'Ukraine, une vraie volonté commune, des vrais engagements, de lourdes sanctions, mais aussi des réserves de sanctions
si d'aventure la Russie avait l'intention d'aller plus loin, et on voit bien dans les déclaratifs qui sont faits que la tentation est grande et que cette histoire n'est malheureusement pas finie. Cette histoire n'est pas terminée. Alors, Emmanuel Macron a été au centre, puisqu'il a tenté, et il est dans son rôle, il a tenté d'infléchir Poutine. Ça n'a pas été une réussite, mais il a été dans son rôle sans doute. Seulement, il y a, non pas une polémique, mais des commentateurs qui soulignent que ça n'a servi à rien, et même qui trouvent que c'est une sorte d'échec de la diplomatie française. En tout cas européenne. Robert Ménard, d'ailleurs, qui vit désormais une sorte d'histoire d'amour avec le président de la République depuis qu'il l'a rencontré, a tweeté hier, à l'heure où Poutine viole la souveraineté de l'Ukraine, certains passent leur temps à taper sur le chef de l'État, patriotisme de bazar. Mais est-ce un échec pour Emmanuel Macron ? Y aura-t-il des conséquences pour Emmanuel Macron sur la campagne électorale, ou est-ce qu'on lui saura gré d'avoir joué son rôle, d'avoir tenté, en fait, d'infléchir Vladimir Poutine et d'avoir fait ce qu'il pouvait. Voilà comment le débat se met en place. Il a fait son devoir avec ostentation, mais sans résultat. Et comme nous vivons dans un monde où la junte militaire qui préside aux destinées du Mali envoie balader la France, on ne voit pas pourquoi la Russie se conduirait de façon plus polie, plus élégante et plus conciliante avec Paris que ne le fait Bamako. Je crois que c'est un bilan nul pour Macron, c'est-à-dire nul. Dans un sens, on lui reconnaît assez généralement, pas tout le monde, mais enfin beaucoup d'observateurs disent qu'il a été courageux, il fallait aller parler, etc. Il aurait même dû y aller plus tôt, etc. Donc il y a ce positif d'avoir tenté. Et puis le négatif, c'est qu'il assure lui-même ou son entourage ont survendu en disant, ça y est, vous allez voir ce que vous allez voir un accord, vous allez voir les Russes et les Américains se rencontrer. Donc cette survente, comme elle a échoué, puisqu'on en est arrivé à la situation qu'on décrivait tout à l'heure, on dit maintenant, il nous avait annoncé un accord. Bon, il y a conséquences pour lui ou pas ? Donc je pense que sur le plan de l'élection présidentielle, je pense que c'est un coup nul, qu'il n'y aura pas de conséquences. Coup nul, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire à somme nulle. Je pense que ça n'influera pas l'élection présidentielle. Le mot nul nul au sens voilà, à somme nulle. Il y a quand même un contraste entre ce qu'affichaient les intentions très bonnes qu'affichait Macron au nom de la France et de l'Union européenne et les résultats. Et la coïncidence entre l'humiliation que nous subissons au Mali, voire au Centrafrique, et la façon dont la Russie a traité la France peut être fâcheuse. C'est-à-dire que pour une fois, d'autant plus que la crise ukrainienne n'est pas terminée, pour une fois, il pourrait y avoir une influence, ce qui n'était pas le cas depuis longtemps, entre des événements de politique étrangère et l'élection présidentielle. Je partage le point de vue pour l'incidence concernant le président de la République. Je pense qu'il n'y en aura pas, sauf en fonction de la manière dont les choses vont évoluer maintenant. Parce que si les choses se dégradent effectivement, là, il y a peut-être un reproche qui sera fait au président de la République. Mais le problème de fond, pour moi, n'est pas là. Le problème de fond, c'est que nous ne savons plus faire ce que l'on appelait de la réelle politique. Alors c'est un mot grossier, j'en conviens. On a effectivement... Quand on regarde l'histoire, c'est toujours les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ah, je suis désolé, mais dans la période gaulienne, la France était autrement respectée dans le monde. Je suis désolé, et nous sommes toujours puissance nucléaire. Dans un des propos de Vladimir Poutine, je l'ai entendu parler de questions nucléaires. Nous ne jouons plus jouer la dissuasion, le rapport de force et la dissuasion. Oui, mais concrètement, ça et donc la réponse, effectivement... C'est flou ce que vous racontez. Non, c'est pas flou du tout. Vous menacez la Russie d'une intervention militaire, c'est ça votre idée ? Mais non, c'est pas cela. C'est qu'il faut marquer la présence militaire des pays occidentaux de l'Europe qui n'existe pas. Mais on y est. De l'OTAN, forcément, puisqu'il n'y a pas de substitut à l'OTAN. Et c'est le drame de l'Europe. C'est que nous sommes totalement dépendants de la politique américaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas une armée européenne capable d'intervenir. Et on ne peut de faire une mission de pacification. Mais c'est pas. Non, mais si, c'est l'échec de l'Europe. Je rappelle, on parlait de la crise de Berlin. Oui. Je rappelle qu'en 60-61, les chars se font face à Berlin. Oui. Et que nous n'avons rien lâché. Et qu'il n'y a pas eu de guerre. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est vieux comme le monde. C'est grec et c'est vieux comme le monde. On ne sait plus faire cette politique-là. Laurent Geoffroy. Donc, on cède en permanence. Est-ce que je peux parler ? Oui.
C'est la politique d'apaisement de Chamberlain. Laissez Laurent Geoffrin. Monsieur Laurent Geoffrin va parler. On fait de l'apaisement. Et on a la guerre, monsieur Geoffrin. Ce que vous proposez, c'est que l'Ukraine aurait dû adhérer à l'OTAN, elle aurait dû accepter tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais qu'est-ce que vous proposez dans la alors crise actuelle? Mais qu'est-ce que vous proposez? Vous baratinez, mais vous ne proposez rien de sérieux. Qu'est-ce que vous dites? Essayez de rester courtois, je vous en serai reconnaissant. Donc ces propos mais vous donnez des leçons, non, et pas on ne voit pas où ça vient. Pas du tout. C'est quoi votre idée? C'est de manifester la force militaire des pays européens alliés des États-Unis. On ne le fait pas. On aurait pu et on pourrait. Il y a des manœuvres dans les pays baltes en permanence. On pourrait avoir de la présence militaire qui soit manifeste. Bon. Pourquoi pas éventuellement en Ukraine aujourd'hui? C'est le seul moyen d'arrêter la manifestation une guerre de ouverte avec la Russie, c'est ça votre idée? Mais non, pas du tout. C'est comme cela que vous allez empêcher la guerre. Bon, il y a des moments. On termine. Il y a des moments, simplement. Il y a des moments où la parole. Il y a des moments où oui, je vais être très court. La parole de la France, à certains moments, elle compte. Quand Mitterrand au Bundestag parle des fusées, ça compte dans le débat. Aujourd'hui, malheureusement, la voix de la France dans cette affaire n'aura pas compté. Elle a compté pour Epsilon, si vous voulez. Je vais être court, mais je voudrais faire valoir un point de vue qui n'a guère été avancé jusqu'à présent. Poutine est un dictateur, il viole le droit international et il est prêt à prendre des risques, y compris celui d'un conflit limité, je l'espère, pour récupérer quelques miettes de l'Empire russe. Mais est-ce que Poutine a tous les torts? En d'autres termes, est-ce que depuis 1989, la Russie a été traitée équitablement? Au moment où la Russie s'est effondrée, il y avait deux pactes, deux machines de guerre qui se partageaient le monde. Le pacte de Varsovie et le pacte de l'OTAN. La Russie a dissous le pacte de Varsovie, elle a reculé ses frontières involontairement de 1000 km vers l'Est, son empire s'est effondré et on ne lui en a su aucun gré. On n'en a tenu aucun compte, sauf de dire « Ah la Russie s'est affaiblie, on va pouvoir lui cracher à la figure ». C'est effectivement l'humiliation de la Russie dont on parle. Et on envoie... Deux choses pour terminer. Est-ce que je peux dire juste Non, parce que tout le monde veut dire un mot et puis on finit l'émission à 11h25. Que nous aurions dû, effectivement, dans ce prolongement, avoir une alliance avec la Russie et nous n'en serions pas là aujourd'hui. Deux choses pour terminer qui m'amusent. Deux choses. Est-ce que vous connaissez Philippe Crotter? Vous ne connaissez pas Philippe Crotter. Alors Philippe Crotter, c'est une sorte de génie et c'est une star des réseaux sociaux. Philippe Crotter, pourquoi? Parce que c'est un correspondant qui est en Ukraine et qui intervient sur toutes les télévisions, mais il parle français, il parle allemand, il parle espagnol, il parle portugais et il donne pour toutes les télévisions, c'est merveilleux, et anglais, bien évidemment, et il commente depuis l'Ukraine, ce qui se passe, ou depuis la Russie, ce qui se passe pour les télévisions occidentales. Et je vous propose ce petit montage qui circulait sur les réseaux sociaux et qui m'a amusé. Écoutez-le. Russische Separatisten, dos reuniones que va a mantener el presidente francés hoy en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin y mañana aquí en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Moscou brandiu o anúncio de retirada da terça-feira como prova de que os temores da guerra foram fabricados por Ocidente hostil liderado pelos Estados Unidos. À ce stade, la guerre semble probable, c'est aussi simple que cela. Mais il y a encore cette petite lueur d'espoir que la diplomatie puisse arrêter une invasion russe de l'Ukraine. Das ist genau das, was sie erwartet hatten. Desinformation, gefälschte Angriffe und ein Vorwand für Russland in die Ukraine einzumarschieren. Aber alles ist sehr schwer natürlich vor Ort zu überprüfen. There's been a war with Russian-backed forces in the east, the Donbass region for 8 years now. But despite that, the capital city of... C'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et puis il y a une autre chose qui m'amusait, j'en ai parlé hier, vous savez, dans le film Le Viager. Vous avez ce personnage qui est joué par Michel Galabru, qui se trompe tout le temps et qui explique voilà, qui dit « Faites-moi confiance, ce Hitler ». Bon, et en ce moment, il y a plein de Michel Galabru, il y a plein de gens qui sont sur ce rythme-là, sur ce thème-là, « Faites-moi confiance ». Alors, on en a pris juste 15 secondes, parce que vous savez qu'en droit télé, en droit cinéma, c'est toujours hors de prix, donc 15 secondes, et voyez ce petit extrait de Michel Galabru à Noël qui explique qu'Hitler, c'est rien. Vous avez lu les journaux?
Je m'amuse avec leur Hitler. Qu'est-ce que c'est, Hitler? C'est un petit peintre en bâtiment, hein? Fais pas le poids devant Hindenburg, petit caporal. C'est comme en Espagne. Le gouvernement légal aura tôt fait de mettre au pas ce fameux général, là. Comment l'appelez-vous? Franco. Ah oui, Franco. Franco. Et puis il dit faites-moi confiance. C'est un film de Pierre Tcherniak qui est absolument merveilleux parce qu'on rencontre partout des éditorialistes, parfois des gens qui savent des faites-moi confiance. Bon, et ça m'a fait rire. On va plus rien d'oser dire. Là. Mais non, mais un peu de légèreté de temps en temps. La pause et nous revenons dans une seconde pour finir avec Emmanuel Macron qui devrait se présenter. Alors il se présente le dernier jour, le 3 mars. Comme ça. A priori, en fait, ça ne sera pas le 3 mars, ça sera le 1er ou le 2, visiblement. Vous êtes bien informé, c'est bien. Et le président m'a appelé cette nuit à 4h du matin, il m'a réveillé à 4h, il m'a dit il faut que je vous dise quelque chose et je me présente le 1er mars, mais chut, vous ne le dites pas. La pause. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live, du lundi au vendredi, de 10h30 à midi. Mais si, il y a plein de réactions. Pardon, on continue. Il y a plein de réactions sur notre première mi-temps, si j'ose dire. Alors, il y a des gens qui disent quelle inculture ce monsieur Geoffrin et la baie des cochons. Ce ne fut pas un débat. C'était 3 ans avant. Exactement, c'est 3 ans avant. Donc le monsieur, il se trompe là. La baie des cochons, effectivement, c'est 3 ans avant. C'est un débarquement américain à Cuba, mais c'était planifié par Eisenhower. 2 ans avant. Bon. Et c'était effectivement pas ce dont on parlait tout à l'heure. Bon, Emmanuel Macron, il se présente. C'est une nouvelle. Il se présente le dernier moment. Vous n'avez pas d'infos, monsieur Geoffrin? Non, mais vous non plus. Non, personne n'en a, évidemment. Et je m'amuse d'entendre ceux qui en ont, parce que par définition, ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas. Donc, ça me rappelle Geneviève Tabouy. Attendez-vous à savoir que le président de la République sortant va se représenter. C'est une info, hein. Si on se met à pas évoquer Geneviève Tabouy, là, je pense qu'on va peut-être faire fuir les téléspectateurs qui étaient une voix d'RTL. Geneviève Tabouy. Bon, écoutez, on va attendre et c'est peut-être ce qui est le plus intéressant. On va ouvrir le chapitre politique et là, moi j'aime bien les archives parce que les archives mettent en perspective ce qu'on vit aujourd'hui et permettent d'écouter ce qui se disait parfois dans les années 90 et qui n'était pas perçu de la même manière que ça l'est aujourd'hui. Je vais vous faire écouter Philippe Séguin. On est en 1991. Il y a donc 31 ans. Il est sur le plateau de Hervé Claude. Et que dit Philippe Séguin, qui est un homme important de la droite à l'époque et du RPR? Écoutez. Sur l'immigration, écoutez, tous les gens raisonnables savent ce qu'il faut faire. Il faut faire essentiellement 3 choses. D'abord, il faut stopper l'immigration. Oui. Tout le monde est d'accord. À gauche, à droite, au centre et ailleurs. Bien. Il faut lutter donc contre l'immigration clandestine. Il faut donc des mesures aux frontières, mais aussi des mesures sur le territoire. Et il ne faut pas verser des larmes de crocodile lorsque des immigrés clandestins sont ramenés chez eux. Bien. Il faut d'autre part aider les pays d'origine. Qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine? On ne fait pas grand-chose. Or, il faut le savoir, le problème de l'immigration, il ne se réglera pas seulement à nos frontières, il se réglera dans les pays d'origine. Il faut faire en sorte que les pays d'origine commencent à se développer de manière à ne plus nourrir cette immigration. Et enfin, il faut travailler jour après jour à l'intégration des immigrés. Oh, il a tout dit. Il a tout dit en 40 secondes et on n'a rien fait de ces 4 choses-là. Mais oui, c'est fascinant et c'est 91. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir depuis des années soient encore crédibles et effectivement ceux qui ne l'ont jamais été et qui disent qu'ils vont faire ce que Philippe Séguin proposait en 91, qui n'a jamais été fait? Ces gens qui n'ont jamais été au pouvoir, effectivement, ils sont entendus aujourd'hui. Et je voudrais dire aussi qu'on ne peut pas le faire parce que ces politiques, maintenant, ont été transférées pour une grande partie à l'Union européenne. Il va falloir qu'on se mette ça dans la tête et qu'on comprenne. Il y a rien à faire dans rien. Mais non, pas du tout. Alors, Poutine, il n'y a rien à faire. L'immigration en France, il n'y a rien à faire. D'abord, je vous ai dit l'inverse sur Poutine. Et je pense démontrer tous les jours que justement, et notamment en tant que maire, on fait. Mais je dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas les outils pour faire. Donc il faut commencer par se doter des outils pour pouvoir faire. Ça pose la question de la Cour européenne des droits de l'homme qui nous
empêche également de faire. Ça pose la question des instruments de souveraineté pour pouvoir Je suis faire. d'accord avec vous. Voilà. Mais je trouve formidable ce que dit évidemment Philippe. Ce qui est très Parce que intéressant. tout le monde, en fait, sait ce qu'il faut faire, et il le dit lui-même. Tout le monde est d'accord, et il le dit lui-même, mais personne ne l'aura jamais fait. Oui, mais là où il n'a pas raison, Philippe Seguin, pour qui j'avais beaucoup d'admiration, parce que c'était un homme politique qui savait ce qu'il voulait, mais là où il a tort, c'est pas vrai, même en 1991, que tout le monde était d'accord pour arrêter l'immigration. En 1991, nous étions au début du deuxième septennat de François Mitterrand, Michel Rocard était Premier ministre, et personne à gauche n'acceptait le début du commencement de l'idée qu'il fallait arrêter l'immigration. Alors un peu Michel Rocard d'ailleurs, justement. Dominique Jamais. Ce qui est très intéressant, c'est que le RPR de l'époque tenait des propos qui sont ceux que tiendrait aujourd'hui Zemmour. Mais c'est ça le plus intéressant, c'est ce que vous dites, bien sûr. Et il a été estimé généralement à l'époque par, je dirais, la bien-pensance, pour dire très vite et très gros. Il a été estimé que le RPR, Chirac notamment, le bruit et l'odeur, etc., allait beaucoup trop loin. Bien sûr. Et le RPR est revenu en arrière. Mais vous avez À l'époque, 100% raison. Et personne ne discute le républicanisme ou la stature. En fait, de comment Philippe Séguin. Mais ce qui est intéressant, c'est que le RPR, par la suite, est allé en arrière, s'est aligné sur des positions beaucoup plus modérées, que les gouvernements successifs n'ont rien fait. Et le résultat, c'est qu'à l'époque, l'extrême droite, ou qualifiée ainsi, faisait, en 91, elle faisait 10-12%. Aujourd'hui, sur ces positions, il y a 42% des électeurs qui sont d'accord. Oui, mais vous dites extrême droite. Il n'y a rien d'extrême droite dans ce que dit Philippe Seguin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est considéré comme extrême droite, ce qu'il dit là. Mais en même temps partagé. Alors que ça ne l'est pas. Mais en même temps partagé par beaucoup plus de gens. Oui, non, mais Laurent, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec les 4 choses que dit Philippe Seguin? Non. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non, moi je pense que, c'est le devoir de la France d'accueillir les réfugiés, les gens persécutés dans leur... Oui, je pense ça, moi. Vous avez raison, mais on est tous d'accord là-dessus. Oui, ben, c'est ça l'immigration. Non, c'est pas ça. C'est une partie. Qu'est-ce que vous êtes de mauvaise foi? Ça, c'est le droit d'asile, c'est pas l'immigration. C'est pour ça que c'est flou. Arrêter l'immigration, ça veut dire... Non, on ne peut pas parler avec vous. Mais non, parce que ce que je dis, vous n'êtes pas d'accord, donc vous m'interrompez. De manière à ce que je ne puisse pas le dire. Donc évidemment, c'est plus simple de débattre comme ça. Non, sérieusement. J'ai même pas fini, là. Mais vous Donc je reprends. Je suis contre le fait qu'on arrête l'immigration s'agissant des réfugiés, des gens persécutés chez eux. Mais autrement, l'autre. Attendez. Mais l'autre. Voyez, je peux terminer. Oui, mais l'autre. Alors, il y a un deuxième point. Je suis contre le fait qu'on interdise aux étudiants étrangers de venir. C'est la deuxième source. Et 3, je pense qu'il faut accepter que les gens qui sont immigrés ici en France légalement aient le droit de vivre en famille. Donc ça fait 3 sources d'immigration qu'il faut, à mon avis, maintenir. Là où le problème se pose, c'est quand vous avez des gens qui n'ont pas le statut de ces trois sources. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que vous dites on n'a rien fait. C'est parce qu'on a respecté ces 3 principes. Non, il y a 1 million à peu près de comme tous les pays d'Europe. Comme tous les pays d'Europe. Est-ce que vous connaissez un pays d'Europe où il n'y a pas d'immigrés? Qu'est-ce que vous faites, connaissez Laurent un, Geoffrin? Oui, il y en a plein. Il y a 900 000, 1 million. La Pologne, il n'y a pas d'immigrés. Irréguliers. Ils se portent beaucoup mieux que les autres. La Pologne, la Hongrie, la Croatie. On va faire un chiffron. Ça, vous n'en savez rien, c'est des clandestins. Oui, bah si on ne sait rien de rien. Comme j'ai pas fini mon raisonnement, qu'est-ce que vous faites avec je suis pour le fait qu'on reconduise à la frontière les gens qui n'ont pas de statut légal. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est une formule de bon sens. Je trouve que Philippe Seguin... Non, c'est flou, parce que lui-même lui-même dirait, oui, on ne peut pas non plus empêcher les réfugiés. Mais évidemment que les réfugiés et les étudiants, enfin, quand on parle d'immigration... On arrête l'immigration dans ce cas-là. Mais c'est l'immigration de travail, enfin, vous le savez bien. Et une autre l'immigration clandestine, point. Évidemment que les réfugiés, il faut les aider. Évidemment que les étudiants, il faut les accueillir, bien sûr. C'est pas de ça dont il parle, mais c'est difficile parce que vous êtes... de quoi, alors ? Bon, ben vous avez très bien compris, ne vous faites pas... Non. Bon, je salue Jean-Louis Burga, que vous connaissez, qui nous regarde et que j'aime beaucoup pour son esprit et sa distance et son humour, et qui me dit, j'ai un extrait du général Boulanger qui dit qu'il faut arrêter l'immigration. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà. L'humour à la place. L'humour à sa place ici. Bon, les sondages. Depuis que vous jouez sur scène, c'est terrible, hein, on vous arrête plus. Bon. Je suis tout seul de mon opinion, je suis obligé de me défendre. Alors je vous confirme que vous êtes
tout seul, vous êtes à 2% avec votre candidate Anne Hidalgo. Donc vous êtes... J'ai la plus grande marge de progression. Ah, bravo. Comment elle va? Vous lui avez demandé d'ailleurs si elle voulait venir nous voir ou pas? Non, parce que je l'ai pas vu là. J'ai pas vu. Ah bah c'est pour ça qu'elle est à 2%. Vous devriez la voir plus souvent, Ouais, parce oui, qu'elle c'est remonterait vrai, peut-être. Hein, mais parce qu'on l'invite vraiment volontiers en plus. Hein. D'ailleurs, elle a une position. Vous avez la même position qu'elle sur les parrainages. Elle dit les parrainages. Je veux dire, faut pas parrainer Éric Zemmour parce que c'est un odieux fasciste. Non, j'ai pas la même position. Bah vous lui direz aussi alors. Oui, je trouve qu'elle a d'autres choses à faire que. Philippe Séguin, sur l'immigration, on en a parlé. Les sondages, ça m'intéresse, les sondages. Elab met ce matin Valérie Pécresse à 11,5%. Donc là, on est sur un décrochage XXL, 11,5%. Emmanuel Macron, lui, ne bouge jamais, 24,5%. Marine Le Pen, 18%. Éric Zemmour, 13,5%. Valérie Pécresse, 11,5%. Donc il y a eu vraiment, avant le débat... Il y a d'autres sondages qui sont très différents. Eh bien, j'en ai plein. Je vous les donne. Et voilà. Vous avez voulu me prendre en défaut. Vous n'y arriverez pas. IFOP fiducial. Emmanuel Macron, 25. Marine Le Pen, 16. Éric Zemmour, 16. Valérie Pécresse, 14,5. Et Harris, Emmanuel Macron, 25. Alors, il est toujours à 25, Emmanuel Macron. Marine Le Pen, 17,5. Éric Zemmour, 14,5. Et Valérie Pécresse, 14. Il y a quand même une tendance, disons-le, que Valérie Pécresse, la dynamique n'est pas de son côté. Voilà. On va le dire comme ça. Il y a eu un contre-coup, évidemment. Alors vous, qui êtes, mais vous êtes déçu par... parce que je rappelle que vous êtes... Je défends Valérie Pécresse, pourquoi? Parce que j'en ai un peu assez déjà que tout le monde lui tombe dessus, parce que voilà, ça finit par être un peu fatigant tout cela. Je regrette qu'on soit que sur des questions de forme et pas sur des questions de fond, et qu'on ne regarde pas le contenu des projets, parce qu'on vient vraiment au degré zéro de la politique. Voilà, et moi j'ai encore parlé récemment avec Valérie Pécresse, et je trouve qu'elle a beaucoup de vous êtes maire républicain, dignité et beaucoup de tenue dans tout cela. Voilà. Nous sommes d'accord. Mais moi, je la défends. Mais moi, je suis un peu en colère contre les hommes politiques, vous le savez, parce qu'en fait, vous répondez pas aux questions qui sont essentielles. Non, je vais vous poser une question, vous n'allez pas y répondre. Bon, d'accord. Alors, je répondrai pas. Je sais que vous n'allez pas y répondre. Et vous n'allez pas y répondre parce que ma question, elle vous embarrasse. D'accord. Bah, vous savez tout. Je suis inquiet. Vous lisez dans mes pensées. Mais oui. Et ma question, elle est essentielle. Oui, c'est le deuxième tour. Qu'est-ce que vous faites au deuxième tour si c'est Macron, Zemmour ou Macron-Le Pen? Vous votez pour qui? Je vais vous répondre, je vote pas. Je vote blanc. Ah bon? Bah, je vous le dis. Vous êtes maire d'Orléans et vous votez blanc. Mais je suis maire d'Orléans, je suis citoyen français. Donc j'ai quand même le droit de faire ce que je veux. Vous me sidérez. Et alors là aussi, j'en ai un peu. Je m'y attendais pas. J'en ai un peu marre qu'on me dise ceci, cela. C'est-à-dire que vous êtes... Je suis citoyen. Vous êtes maire d'une ville et vous votez pas. Vous votez blanc. Je viens de dire que je votais blanc parce qu'effectivement, il faut voter. Mais vous trouvez que c'est une bonne attitude? Alors, je vais vous expliquer. Vous trouvez que c'est mieux? Alors, vous allez me dire ce que je dois faire. Zemmour, oui. Il faut voter celui qui est le plus proche de vous. Alors, quel est le plus proche de vous? Quel est le plus proche de vous? C'est une discussion très intéressante et très sérieuse. Qui est plus proche de vous? Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? La question n'est pas là. La question, c'est que la France dévisse. Oui. Voilà. Et que le président sortant a peut-être fait ce qu'il a pu, mais qu'il n'a pas redressé la France. Et que ça va continuer. Voilà. Bon, ça, c'est une chose. Après, il y a des propos que j'entends de M. Zemmour qui ne sont pas recevables. Lesquels? Alors, écoutez, je vous donne un exemple. Il veut changer les prénoms. Moi, j'ai des gens dans ma majorité municipale, ou d'ailleurs dans le conseil municipal, je vais appeler, je vais pas donner tel prénom. Donc vous êtes maire d'Orléans, et la raison pour laquelle vous ne voterez pas Éric Zemmour, c'est parce qu'il veut changer les prénoms. C'est tout ce que vous avez retenu. Non, arrêtez de caricaturer. Vous m'avez demandé un exemple. Je vous donne un deuxième exemple. Vous trouvez que c'est suffisamment important? Quand M. Zemmour réécrit une partie de l'histoire de France, et notamment la période de l'occupation, et moi qui suis gaulliste, je ne peux pas accepter. Ça s'entend, mais vous trouvez que c'est suffisamment important? Après, je regarde des éléments dans le... Oui, c'est très important. Parce que le vrai clivage en France, il n'est pas tant celui qui est gauche-droite que plutôt celui qui est entre la résistance et la collaboration. Et ça, c'est une histoire de France. C'est une grande histoire de France. C'est une grande histoire. Et c'est pour ça que je suis gaulliste. Mais nous sommes quand même en 2022. Non, l'état d'esprit... Comment on n'est pas en 2022 ? L'état d'esprit reste. Tout le monde se traite. Vous voyez, l'apaisement dont on parlait tout à l'heure sur la question de l'Ukraine. Traite de collabo pour un... Non, je ne me permettrai pas de dire ça. Vous avez bien remarqué... Je ne me permettrai jamais de dire ça. Vous avez bien remarqué que dans le débat sur le vaccin a surgi étrangement l'insulte
de collabo pour ceux qui acceptent le vaccin. C'est complètement anachronique. C'est complètement aberrant. On n'est pas d'accord. Mais moi, je vous réponds. Merci pour votre franchise. Alors, à la Merci pour votre franchise. lumière de ce que dit M. Grouard. Mais faites attention parce que votre électorat, il va voter Zemmour. Hein. Ou Marine Le Pen dans un deuxième tour. Hein. Je crois qu'on a passé l'heure des électorats où chacun, où le curé et l'instituteur allaient faire voter dans le village. Non, c'est terminé. Le problème que vous avez des Républicains, c'est que vous n'êtes pas raccord avec vos électeurs. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y aura plus d'électeurs qui voteront. Il y aura plus d'électeurs qui voteront. Vous n'en savez rien. Ou Macron, ou des électeurs qui ne voteront pas. Ils seront comment dire, écartelés dans le scénario que vous dites, entre les 3 choix qui vont s'offrir à eux, ou les 4 plutôt. Ne pas y aller, blanc, l'un ou l'autre. Bien sûr qu'ils vont être écartelés. À la lumière de ce que dit M. Grouard, je suis obligé de parler un peu fort pour avoir le droit de parler. Votre hypothèse Zemmour ou Le Pen victorieux me paraît moins farfelue. Car il y a effectivement 2 caractéristiques dans tous les sondages à l'heure actuelle. C'est la parfaite stabilité, sans aucun progrès, du socle de M. Macron, mais avec une difficulté apparemment à l'augmenter. Et d'autre part, l'électorat de Mme Pécresse au premier tour, tout le monde en est conscient à l'heure actuelle, va se diviser en 3 parties. Une partie non évaluée qui rejoindra Macron naturellement, une partie non évaluée qui rejoindra Zemmour ou Le Pen, et une partie non évaluée qui s'abstiendra. Et cela renforce les chances de l'opposant et diminue les chances du sortant. Mais M. Grouard, pardonnez-moi de vous dire comme ça, vous n'êtes absolument pas cohérent. Parce que les flèches que vous... que vous dites sur sur Éric Zemmour sont tellement puissantes que vous devriez voter pour Emmanuel Macron. Mais quand vous dites, parce que vous prenez le risque que Éric Zemmour soit président de la République en votant blanc, alors que vous venez de dire que vous ne vous reconnaissiez pas en lui et que vous étiez en désaccord total. Je vous le dis très, mais la vérité, elle n'est pas là. C'est que la vérité, c'est que vous êtes plus proche d'Emmanuel Macron, mais vous n'osez pas le dire. C'est ça la vérité. Arrêtez. Je ne vais pas vous dire autre chose parce que je le pense. Toute ma vie politique, on m'a toujours reproché d'avoir mauvais caractère et de dire les choses. Mais après ce que vous nous avez dit sur Éric Zemmour, vous devez voter Emmanuel Macron. C'est ce que je dis est tellement évident. Je vous dis une chose forte, j'aimerais qu'on entende, c'est que depuis plusieurs décennies, la France dévisse complètement. Et moi, j'en ai... pour Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac. Mais vous voyez, je vous dis ce que je pense. Ah oui. Depuis le début des années 80, la France dévisse. Et vous votez Tous blanc. Les indicateurs le montrent. C'est ce que dit Éric Zemmour. J'en ai assez de cela. J'en ai assez des discours lénifiants. J'en ai assez des paroles qui ne sont pas suivies des actes. Je suis comme beaucoup de Français qui ne s'y retrouvent plus. Et c'est la raison pour laquelle moi Marine Le Pen. Je suis loyal. Je suis républicain. Il y a des valeurs, il y a un socle. On ne l'a peut-être pas défendu suffisamment par le passé. Je ne peux que vous donner raison là-dessus. Mais moi, je suis dans la famille, j'y reste. Monsieur Grouard, voilà, j'y suis déjà resté précédemment et j'y reste. Vous incarnez aujourd'hui l'ambiguïté des dirigeants républicains avec le discours que j'entends ce matin. Je vous le dis comme je le pense. Eh bien, je vais vous dire, nous avons des grandes politiques à mener. Nous avons une politique effectivement sur les questions d'immigration. Nous avons des politiques à mener en matière de régalien, de sécurité. En matière d'environnement, et là vous allez me traiter quoi, d'ambigu et d'écolo, quand je vous dis que le monde est en train de se foutre en l'air et qu'il nous faut enfin mener une politique de l'énergie dans notre pays. Personne ne l'a fait. Je peux multiplier les exemples. Ça, c'est une politique gaulienne. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté. Monsieur Grouard, je vous écoute régulièrement dans cette émission et vous tenez toujours des propos qui me semblent non seulement sensés, mais en général apaisés et modérés. Je vous en sais gré. Non, là, c'est pas le cas. Je trouve que vous appliquez là, vous êtes têtu. pour la lecture de l'élection présidentielle de 2022, vous nous proposez un critère de lecture qui est effectivement le critère de lecture de 1940. Vous nous proposez un choix entre les résistants et les collabos. C'est votre interprétation, je m'en excuse. C'est un peu ce que vous avez dit. Je ne traiterai personne c'est de tout à fait ce que vous avez dit. Mais ça revient. Il y a des clivages dans le pays. Ça revient. Non mais Monsieur Gouard, ça revient exactement à ça. Je pense que c'est une. Excusez-moi du mot, mais ce n'est pas méchant de ma part. C'est une posture. Et je crois que cette posture vous permet de trouver des poux dans la tête, effectivement, de Zemmour, notamment les prénoms ou éventuellement les propos sur Pétain, dont il a parlé à quelques reprises et il s'est justifié. Ça vous permet d'éluder
le problème politique. C'est-à-dire que vous ne traitez pas là la question qui vous est posée par Pascal Praud, c'est-à-dire le deuxième tour politiquement. Là, vous allez chercher vous allez chercher un critère, franchement, excusez-moi, à partir de cette limite, votre ticket n'est plus valable, disait Romain Gary. Je dis qu'à partir de 80 ans après, le critère que vous essayez là de nous donner comme base de lecture pour le deuxième tour n'est plus valable. Bon, en tout cas, c'était intéressant cette discussion. Je et puis pense très valable encore. Chacun aura fait. Encore une fois, Pascal, sur le mot de collabo, je ne veux. Mais je vous assure, personne là-dessus. En fait, je trouve que vous êtes très gêné aux entournures. Mais pas du tout. Mais bien sûr, les Républicains, et je le comprends parce que c'est très compliqué pour vous. Et tout ce discours l'incarne. Et le fait, vous êtes tellement gêné que vous dites on vote blanc. Mais non, je dis que je soutiens Valérie Pécresse pour qu'elle passe le premier tour Emmanuel Macron. et qu'elle soit au deuxième tour. Maintenant, vous me demandez de répondre à une question sur les parrainages. Je vous réponds. Monsieur Grouard, c'est d'ailleurs aussi pour ça que je soutiens Valérie Pécresse pour qu'elle passe le premier tour. Monsieur Grouard, bien sûr. êtes-vous gaulliste comme Monsieur Ciotti ou gaulliste comme Monsieur Barnier? Mais je suis gaulliste comme le général de Gaulle. Oui, mais il y a un petit problème. J'ai pas besoin mais il y a un de petit faire problème dans votre référence à parti. tel ou tel. Non, mais je vous rappelle de nouveau qu'on est en 2022. Bon, vous pensiez pas que vous seriez mis comme ça sur le grill en venant, mais c'est très mais non, mais franchement, c'est très intéressant. Vous avez répondu avec beaucoup d'honnêteté, Dans cette hypothèse, de je vote sincérité. Macron, évidemment. C'est peut-être ce qui nous différencie. Oui, ça, voilà. Non, mais Comme beaucoup de gens. Hein. Avec beaucoup de. Mais Vous oubliez toujours de citer un sondage. Oui. Quel est celui dont vous ne voulez à aucun prix? Oui, mais je suis d'accord. C'est Zemmour. Bien sûr, mais c'est pour ça que sans doute il ne sera pas président de la République, sans doute. Hein. Mais Monsieur Grouard, Monsieur Grouard pensait, il s'en est excusé, qu'on était toujours en 40, et vous pensez qu'on est toujours en 2012 ou en 2017. Non, c'est le sondage d'aujourd'hui, ça. Et vous savez, si on était en 40, pour ceux qui pour ce qui est du vote du second tour, vous pensez que je pense que les gens vont... Franchement, votez blanc. Vous pensez que le réflexe anti-Zemmour ou Le Pen jouera comme en 2017 ou 2012? Oui, Le Pen, c'est plus bizarrement plus honnête. Voter blanc quand on est responsable, c'est comme un officier sur un bateau qui coule et qui n'assume pas son statut, me dit Daniel Guichard, que je salue. J'aime beaucoup Daniel Guichard. J'allais dire mon vieux, écoute, non, c'est pas le. Bon, les parrainages. Un mot sur les parrainages. On a le droit de choisir ce qu'on veut. Mais évidemment que vous avez le droit. Et puis vous l'avez dit. Mais j'aime beaucoup Daniel Guichard, donc ça m'ennuie. Mais parce que chacun. Mais c'est pas facile pour vous. Et vraiment, je vous remercie d'avoir répondu avec autant de sincérité. Jean Castex à l'Assemblée nationale hier, lui-même monte au créneau sur cette affaire de parrainage parce que c'est pas convenable si Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour n'étaient pas présents à la présidentielle. Jean Castex. Je voudrais à mon tour, mesdames et messieurs les députés, lancer un appel aux élus qui ont la possibilité d'apporter leur parrainage en leur disant tout simplement, après d'autres, ceci: le fait d'accorder son parrainage à un candidat n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique. C'est aussi un acte démocratique. Eh bien, bravo. Je dis bravo, Jean Castex. Vous voyez, bravo, chef du gouvernement. Bravo, monsieur le Premier ministre. Bravo. Ça, c'est bien. C'est de la démocratie. Oui. Hein, il doit être content parce que ça va sauver Zemmour, c'est ça? Ça va sauver Jean-Luc Mélenchon. Surtout, ça va sauver la démocratie. Des électeurs. Ça va sauver la démocratie. Je sais que c'est un concept qui vous échappe, la démocratie. Oui, bien sûr. Laurent Geoffrin. Je sais que bon, pour la dictature. Bon, on va marquer une pause. Des électeurs auraient leur voix nulle, quoi. C'est quand même incroyable. Et comme on a dans une démocratie. parfois égratigné, monsieur le Premier ministre, qui est un homme sûrement de bonne volonté, d'ailleurs, qui est un homme sûrement de grande qualité, on l'a égratigné parfois. Bravo. Je dis bravo à monsieur le Premier ministre. Bon, vous restez encore avec nous parce qu'on a encore des questions à vous poser. Vous deviez partir à 10h10, mais du coup, on vous garde parce que c'est intéressant. Et du coup, Géraldine Maillet, qui vient pour Fran et Ava, elle a écrit un bouquin formidable parce qu'on a prêté une liaison à Françoise Sagan et Ava Gardner. Est-ce vrai? Ava Gardner qui a été mariée avec Frank Sinatra, notamment. Quelques temps. Quelques mois. Non, ça n'a pas l'air de... Non, j'essayais de me souvenir. Mais oui, vous n'étiez pas invité au mariage, peut-être. Non, je n'étais pas au mariage. Et Ava. Et ce bouquin est très intéressant. Et puis, vous savez, comme on aime de temps en temps. Il y a une très jolie couverture de Françoise Sagan. Et ce bouquin est vraiment très intéressant à lire. Donc, elle va être là le dernier quart d'heure. Mais
vous restez avec nous parce qu'on parlera de l'insécurité. Hier soir, il y a eu un débat très intéressant sur CNews et ça, c'est un sujet qui vous intéresse maintenant que vous votez blanc au deuxième tour. Et on pourra revenir. Non, mais le deuxième tour n'est pas fait. Pascal Pro, je vous donne rendez-vous. Mais je suis d'accord avec vous, mais attendez, rien n'est fait. Alors là, je suis bien d'accord avec vous, rien n'est fait. Mais quand même, un maire qui vote pas, ça on ne l'avait jamais fait, celle-là. Et alors, monsieur Pro, je vais vous poser une question. Oui. Si on avait Zemmour-Mélenchon, vous votez pour qui au deuxième tour? Ah ben moi, je suis Il vote journaliste, Zemmour à tous les tours. Mais arrêtez de dire que je vote... Mais enfin, vous n'avez pas honte de dire ça? Si vous votez pas Zemmour, vous n'êtes pas cohérent. Hein. Franchement, c'est pas bien de dire ça. Si vous votez pas Zemmour, vous n'êtes pas cohérent. Je vous dis que ce n'est pas bien de me mettre... On est déjà en difficulté. Cher ami, cache pas on est en pourquoi je vote. difficulté parfois. Sur les réseaux sociaux, vous me mettez en difficulté avec ce genre de choses. Et ça, c'est pas bien de votre part, parce qu'on est parfois ciblé. Donc franchement, ne dites pas ça, parce que d'abord, c'est pas vrai. Et moi, je ne suis pas ciblé, moi. Mais cessez de parler de vous. Je parle de moi. Excusez-moi de parler pas seulement de vous. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas, moi. La pause, à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au jeudi, de midi à 14h. Serge Grouard est avec nous, c'est le maire d'Orléans. Ce que je vais faire à l'instant n'est pas bien, Serge Grouard. Je m'attends à tout et au pire. Je vais dire quelque chose que vous m'avez dit avant de prendre l'antenne et je dirais, c'est pas bien ce que je vais dire. Bon, alors allez-y. Vous venez de me dire, vous avez regardé votre portable, vous avez dit, je me fais engueuler. Oui, je me fais engueuler, mais je m'en fous. Et je vous ai dit par qui? Vous m'avez dit, oui, mais qui vous engueule? On n'est pas là pour dire de... Et vous voyez les personnes, comment? Faites engueuler par votre camp. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est très intéressant notre discussion. Faut que je revoie, là. Non mais notre discussion, elle est très intéressante parce que je suis passé en régie. Oui. Je suis passé en régie et tout le monde perçoit. En fait, vous incarnez l'ambiguïté d'être aujourd'hui aux Républicains. Bah moi, je trouve pas qu'il y a d'ambiguïté. Je soutiens une candidate au premier tour. Il faut choisir en fait votre camp. Il faut choisir. Aujourd'hui, les Républicains. Vous dites alors si moi j'espère qu'elle sera au deuxième tour évidemment parce qu'elle propose, comme on l'a tous dit, une alternative crédible au président sortant. De moins en moins crédible. Si elle n'y est pas, parce que c'est une hypothèse, alors il faut pas regarder les hypothèses qui nous ennuient. Bah si, il faut regarder toutes les hypothèses et je réponds très clairement à votre question. Voilà. Allez, un mot sur la sécurité parce que je vous ai fait rester pour ça parce que vous êtes maire. Et hier soir, on a une émission très importante sur CNews qui a d'ailleurs qui était formidable à voir et vous pouvez la revoir bien évidemment et qui montre les difficultés de sécurité au quotidien pour nos administrés, pour vos administrés. Alors, il y avait un sondage qui était proposé, par CNews. Depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron, la France était le moins sûre, 36%, plus sûre, 12%, ça n'a pas changé, 52%. Donc il y a des gens 36% des gens considèrent qu'elle est moins sûre. La justice doit-elle être plus sévère face aux délinquants? 86% de oui. 86% de oui. Êtes-vous favorable ou opposé à la condamnation à des peines de prison automatiques pour les agresseurs de policiers? 76% de oui. Quand je dis que les gouvernants sont déconnectés avec la volonté du peuple, c'est ça ce que veulent aujourd'hui les gens. Les gens ne les écoutent pas. Donc après on dit ils votent pas, mais on les écoute pas. Êtes-vous pour ou contre la tolérance zéro en matière de petite délinquance? Pour 78%. 60, c'est plus des majorités, c'est écrasant. Et pourtant, rien ne change. Faut-il faire appel à l'armée pour rétablir l'ordre dans les quartiers difficiles? Oui, 57%, mais vous voyez, les gens ont compris quand même que ça, c'est sans doute pas la meilleure solution. Faut-il construire plus de places de prison? Oui, à 85%. C'est quand même clair. Alors, on va voir un sujet, vous allez me dire comment vous gérez ça. Cette petite délinquance, cette fléau de petite délinquance, les gens veulent une tolérance zéro. On en a parlé 10 000 fois avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous voyez le sujet de Jeanne Cancard. Dans le quartier Barbès à Paris, en quelques minutes seulement, nous assistons à des dizaines de ventes de cigarettes à la sauvette. Un fléau qui empoisonne la vie des riverains au quotidien. Je me sens dans la peur totale, jour et nuit. Je vois des trafics jour et nuit, mais je ne peux rien dire parce que je suis qu'une femme seule, j'ai peur de ma sécurité. Depuis de nombreuses années, ce quartier est soumis à la délinquance alimentée par des agressions et de nombreux trafics. Sur ces images, par exemple, un individu se fournit en pilule. Il y a des gens bien et il y a des gens méchants ici. Et ici, c'est chaud. Dans ce quartier, même si la police tente d'être de plus en plus active, les habitants ont le sentiment que rien ne change. La police, elle est présente, mais elle est statique. Elle n'est pas forcément là aux heures
où il y a beaucoup de problèmes. J'étais à côté d'un élu qui m'a expliqué qu'une fois que le dentifrice est sorti du tube, on ne peut plus le remettre. Ce qui voulait dire en français qu'il vaut mieux que les problèmes soient concentrés dans un quartier que diffusés dans tout Paris. Pour tenter d'endiguer ce phénomène, le commissariat du 18e arrondissement a créé en 2017 la brigade anti-sauvette de Paris. Mais alors que les chiffres d'interpellation et de saisie sont impressionnants, la plupart des habitants ne croient plus en un avenir serein. Bon, Monsieur Grouard, c'est comme tout à l'heure ce que disait Philippe Seguin. Tout le monde sait ce qu'il faut faire, tout le monde sait ce qui est efficace, et personne ne le fait. Ben non, écoutez, je ne suis pas d'accord. Et je voudrais pas paraître prétentieux, parce que sur un plateau de télé, c'est ce qu'on peut se dire. Mais moi, ce problème à Orléans, je l'ai pris à bras-le-corps en 2001. Il y a 20 ans, et nous faisons moins 80% de délinquance. Moins 80%. Pourquoi je dis ça? Pas pour pérorer, pour dire simplement qu'il y a des moyens de traiter ces problèmes. Et lesquels vous avez mis en place, vous? Nous, on a mis beaucoup. On a mis à la fois des dispositifs de tolérance zéro et des dispositifs de prévention, réussite éducative, avec des séries d'actions très précises qui répondaient à chacune des problématiques. On a mis de la vidéosurveillance, on a créé une brigade canine sur la tolérance zéro, on a complètement réorganisé la police municipale, on a créé la coopération au quotidien avec la police nationale, avec l'autorité judiciaire, avec l'ensemble des acteurs de la sécurité. On a mis là-dessus des dispositifs en place qui fonctionnent encore aujourd'hui. On a mis avec l'éducation nationale, avec les partenaires sociaux, des dispositifs de réussite éducative pour que les gamins ne traînent pas dans la rue. On a fait de l'apprentissage de l'aide aux devoirs. On a fait, voilà, etc., etc., etc. Donc, on peut y arriver. Sauf qu'effectivement, ça ne se manifeste pas au plan national. Ce qui prouve bien que les solutions à la Zemmour ne marchent pas. Mais j'ai envie de dire, fichez-lui la paix, Zemmour. C'est pas le problème. Solution d'extrême droite, si vous voulez, pas de Zemmour. Et ça ne marche pas, parce que ça ne suffit pas. Il suffit pas d'avoir. Il faut qu'il y ait des sanctions. Les sanctions sont prévues dans la loi, hein, déjà. Elles peuvent être. Vous dites. Je voudrais terminer ma phrase. Et deuxièmement, s'il n'y a pas une politique sociale et préventive, ça ne marche pas. Or, l'extrême droite n'en parle jamais de ça, évidemment. Je peux commencer ma phrase? Parce que ça, c'est la culture de l'excuse, c'est les bien-pensants, tout ça. C'est genre Grouard. Je suis dans les cultures de l'excuse. Selon l'extrême droite, oui, puisque vous faites de la prévention. Ben non, mais ça marche. Dominique, jamais. Pascal Praud, vous dites que tout le monde est d'accord, etc. Il y a un point énorme que vous oubliez, excusez-moi de vous le dire, c'est tout ce qui concerne le trafic de la drogue. Qui à l'heure actuelle encombre les tribunaux, encombre les prisons, encombre nos rues, etc., et qui absorbe une part insensée de l'activité des policiers, des tribunaux et de la pénitentiaire. Est-ce qu'il faut légaliser le cannabis ou pas? Et c'est un point sur lequel il y a maintenant un désaccord social extrême. Autant tout le monde est d'accord pour qu'effectivement l'ordre public soit rétabli, enfin tout le monde, à peu près tout le monde, c'est la moindre des choses. Il y a à l'heure actuelle la moitié des Français, un petit peu plus de la moitié, qui considèrent que la lutte contre le cannabis a échoué, que c'est un échec, comme l'a été la prohibition aux États-Unis, et qu'il faut changer la loi, et une moitié qui trouve que c'est très bien comme ça et qu'il faut continuer et qu'il faut emprisonner les 250 000 vendeurs, les millions d'usagers et naturellement les caïds. Comment? Votre position, Dominique? C'est naturellement lorsqu'une politique a échoué totalement, lorsque l'on constate, après 50 ans d'interdiction du cannabis, que le nombre des consommateurs a été multiplié par 10 et que, comme je vous le répète, ça occupe le maximum de l'activité des policiers, des juges et des gardiens de prison, ça ne va pas, il faut changer de politique. Quand une politique est mauvaise, il n'est pas stupide d'en changer. Moi, je souhaite effectivement qu'on puisse faire ce qui est fait à Orléans dans un certain nombre d'autres villes, comme vous l'avez décrit, ça me paraît très intéressant. Pour autant, pour résoudre nationalement, et c'est ça pour la présidentielle, le problème de l'insécurité, je demeure convaincu que seul le système de la tolérance zéro, des peines planchées et des prisons, parce qu'il faut non seulement des peines planchées, mais il faut des juges pour les prononcer. Alors ils seraient contraints s'il y avait des peines planchées à nouveau, mais il faut des prisons pour mettre les gens. Or, on a refusé, et ça c'est le principal sujet, la gauche a refusé de construire des prisons. Macron, sans
longtemps ce sujet, a promis 17 000 places de prison. Il en a fait 2 000. Il en manque 15 000. Entre-temps, on a utilisé le Covid pour vider les prisons de 15 000. Et maintenant, on dit, oh, ça va mieux dans les prisons. Évidemment, on a fait sortir 15 000 délinquants au moment du Covid. Et là, mais on a notoirement, il suffit de regarder les chiffres européens, on a notoirement moins de prisons proportionnellement au nombre d'habitants que la Grande-Bretagne, l'Allemagne et tous les pays comparables. Donc, voilà, la politique est simple, tolérance zéro, des juges qui appliquent des peines planchées et des prisons où on peut mettre des condamnés. Je peux dire juste un mot là-dessus, c'est très juste. Les problèmes, nous atteignons nos limites. La limite, ce n'est pas le laxisme de la justice et le manque de moyens de la justice, c'est le trafic de stupéfiants. Nous sommes c'est la question de l'immigration incontrôlée. On l'a dit 10 millions de fois et vous avez raison. D'abord, je vais vous remercier. Je salue Catherine Ney qui nous écoute et qui dit c'est vrai, Serge Grouard a remis de l'ordre dans sa vie. J'avais fait plein de papiers là-dessus. On va recevoir Géraldine Maillet pour Fran et Ava. Je pense qu'on dit Fran ou Fran et Ava. Vraiment, rentrez bien à Orléans. Absolument. Je pense que le téléphone va sonner. Merci, je pense que le téléphone va sonner. Et vraiment, mais est-ce que c'est le téléphone pleure? Il est possible que les gens vous disent voilà, t'as pas été assez clair, etc. Bon, je réinviterai au non, au contraire, attendez. Bon, vraiment, merci à vous. Nous recevons Géraldine Maillet qui va entrer à l'instant et vraiment, ça nous fait toujours plaisir d'abord de parler d'autre chose que de l'actualité qui est lourde souvent. Bonjour Géraldine Maillet. Et merci d'être avec nous. Alors, on vous connaît dans ce groupe, puisque vous êtes régulièrement chez Cyril Hanouna, écrivain. Et parfois, d'ailleurs, au départ, on se disait, mais étonnant de vous voir, vous, écrivain, dans une émission comme ça. Pourquoi ? Mais pas pourquoi ? Parce que c'est une émission de divertissement pur, avec parfois du buzz, avec parfois du clash, avec parfois des profils qui sont différents du vôtre. Vous êtes plutôt une intello. Non qu'ils ne soient pas des intellectuels autour de la table, mais c'est pas exactement le casting qu'on voyait chez Cyril. Et alors, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau. Mais moi, c'est ce que j'aime justement, c'est l'éclectisme, c'est qu'on soit pas tous dans des cases. Exactement. Exactement comme les personnages finalement, comme Sagan et comme Gardner. Il y avait une petite info que j'ai vue aujourd'hui avant de parler effectivement de Sagan. Alors, elles se sont aimées ou pas ? Moi, je suis sûre qu'elles se sont aimées. Elles se sont aimées. Elles se sont aimées, elles se sont désirées, elles ont passé du temps ensemble pendant 1 mois. Ça a été court, ça a été furtif, ça a été intense. Moi, je suis partie comme une enquêtrice, en fait. Je suis allée à la recherche de preuves, d'indices, et je suis sûre qu'elles se sont aimées. L'hiver 67, en décembre 67, pendant le tournage de Meyerling, à Paris, Ava Gardner joue l'impératrice Élisabeth. Et François Sagan, elle, va visiter sur les tournages du studio du Canal Factory Catherine Deneuve, qui va jouer dans La Chamade, l'année d'après. Et là, elles se rencontrent, et là, c'est deux animaux magnifiques, à la fois désespérés et fragiles et forts, et elles vont évidemment s'aimer et se désirer pendant 1 mois. Très beau film, La Chamade d'Alain Cavalier. Oui, absolument. Avec Michel Piccoli et Catherine Deneuve, adaptation d'un Sagan qui est formidable, mais c'est un petit bijou que ce film. Alors, on va en parler dans 2 secondes. Simplement, la dernière info que je voulais vous donner du jour, elle m'a étonné, parce que personne n'en a parlé ce matin. Le Parlement va voter aujourd'hui l'allongement du délai de l'IVG de 12 à 14 semaines. Et ce texte a été préparé par une députée d'opposition, mais soutenu par la majorité. Mais surtout, le gouvernement est contre. Et ça, c'est extrêmement rare dans cette législature qu'un texte soit voté contre l'avis du gouvernement. Je ne sais pas d'ailleurs, Géraldine, si vous avez un avis sur... moi, j'ai posé la question à ma maman, parce que ma maman, elle fait des échographies obstétriques toute la journée. Et elle me dit qu'à 14 semaines, on connaît le sexe du bébé. Et elle, à titre personnel, elle est plutôt choquée par cette loi. Elle trouve que c'est pas forcément une progression. Même pour les femmes, c'est difficile. Moi, je n'ai pas d'avis encore sur la question, parce que je trouve que c'est trop intime, trop compliqué. Mais elle, en tant que médecin, elle est perplexe. Et elle trouve que ça va peut-être trop loin, 14 semaines. Dominique Jamais. Je dirais une seule chose. N'oublions jamais que nous, les hommes, d'une certaine manière, nous ne sommes pas concernés. Et je dirais presque que nous n'avons pas à parler. Ça ne nous arrivera jamais. Mais quand même, en l'espace de quelques jours, j'ai noté avec intérêt que, ému par une campagne tout à fait justifiée, on a décidé, le Parlement, le gouvernement, que ne seraient plus broyés des millions de poussins chaque année. Oui. Et j'apprends au même moment qu'on va broyer quelques milliers d'enfants
les animaux sont plus choyés que les hommes, que les êtres humains dans notre pays. Enfin, à ce compte-là, il faut interdire l'avortement. Ah bon, pourquoi? Si on considère que l'embryon est Laurent Geoffrin, constitué, il faut interdire Laurent l'avortement tout de suite. Laurent Geoffrin, vous aurez... Non, attendez, laissez-moi parler pour une fois. Hein. Vous avez peut-être constaté qu'il y a une différence entre un avortement fût-ce à 9 mois hein, et le meurtre d'un enfant qui est sorti du ventre de sa mère. Et là, la différence entre le dernier jour du 9e mois et le premier jour de la vie, elle est très faible. Alors pourquoi est-ce permis jusqu'au 9e mois, ce qui est interdit à partir de la naissance? Gérard Oui, moi je dirais juste un mot. J'ai eu l'honneur, je dirais, parce que c'en est un, j'ai eu l'honneur de bien connaître Simone Veil et de la rencontrer à maintes et maintes reprises, d'aller chez elle, de discuter avec elle, notamment de ce sujet, de cette loi magnifique. Mais cette loi, elle l'a présentée, il faudrait rappeler ce qu'elle a dit à l'Assemblée nationale le jour où elle a fait voter sa loi. C'était une extrême nécessité, c'était une loi pour la nécessité, pour des gens qui étaient des pauvres femmes qui étaient en difficulté. Ce n'était pas un moyen de contraception, l'avortement. Or, par les lois successives et l'allongement, on en arrive à faire de l'avortement. Si, on en arrive à faire de l'avortement une commode. Si, on le fait. Finalement, on le fait. Je pense que c'est une erreur. Cette loi est une erreur. Il n'y a aucune femme. Les femmes assureront qu'on qualifie cette commodité. Il n'y a aucune femme qui puisse penser que c'est toujours un avortement. Sinon, un drame, en tout cas, c'est pas quelque chose d'anodin. J'ai jamais dit que c'était un plaisir. J'ai dit simplement qu'en allongeant de manière absolument inconsidérée le délai, on arrive à quelque chose qui est effectivement condamnable. Pour moi, condamnable. Et justement, Ava Gardner a avorté 2 fois. 2 fois, elle est tombée enceinte de Frank Sinatra, qui était le grand amour de sa vie, par évidemment François Sagan. Et 2 fois, parce qu'en fait, elle ne supportait pas que son corps change par rapport au studio, par rapport à la pression d'être une actrice à Hollywood. Effectivement, elle n'a pas supporté, parce que c'était elle qui gagnait l'argent, c'était elle qui avait le contrat avec la MGM. Et donc, elle a décidé, dans la pure clandestinité, à l'époque, de cacher ça à Sinatra, qu'il a appris après coup et qu'il a très très mal vécu. Mais nous ne saurons jamais ce qu'aurait été l'enfant de Frank Sinatra et d'Ava Gardner. Oui, mais d'ailleurs vous parlez un peu forcément de Frank Sinatra, mais à l'aune de la révolution MeToo, Frank Sinatra, c'est des horribles. Quand je dis c'est des horribles, c'est-à-dire qu'ils tapent sur leurs femmes, c'est des alcooliques, ils passent leur temps à tromper leurs femmes, des orgies sexuelles, le rat pack, etc. Bon, mais c'est des personnalités, mais aujourd'hui, qui seraient clouées au pilori. Mais vous avez raison, et c'est aussi ça qui me plaît, et chez Ava Gardner et chez François Sagan, c'est que ces 2 icônes aujourd'hui qui ne pourraient pas être bien dans cette époque-là. Impossible. Parce que d'abord, vous disiez tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous faites à TPMP? Mais en fait, François Sagan, c'est... Non mais au sens... le côté, l'éclectisme de la table. Mais moi, c'est ça qui me plaît. Mais vous avez raison. Différent, comme une table de famille, il n'y a personne qui se ressemble. Ava Gardner, c'est Frank Sinatra, c'est Mickey Rooney, c'est Artichaut, elle aime la corrida, elle aime le flamenco, elle vit à Londres, elle vit à Madrid, elle avorte 2 fois, c'est sa meilleure amie Grace Kelly. Sagan, elle aime la vitesse, elle aime le palfium, elle aime jouer au casino, elle aime Jacques Chazot, elle aime Jean-Paul Sartre, elle aime Mitterrand, voilà, c'est l'éclectisme. Et c'est des femmes qui sont libres, et évidemment aujourd'hui elles seraient entêtées toute la journée, en fait ce serait que des scandales, ce serait que du bad buzz. Donc en fait elles détesteraient cette époque où on est scruté, où on est épié, où on est tout le temps condamné pour tout ce qu'on peut faire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une morale, il y a un puritanisme, il y a un politiquement correct. Souvent ce sont des thèmes qu'on évoque avec Laurent Geoffrin. Qui fait que je suis politiquement incorrect. C'est vrai que c'est plus lui ici le... Mais c'est la synthèse, c'est le maître étalon du politiquement correct. La social-démocratie. Je veux dire, monsieur Geoffrin, avec toute l'amitié qu'on a pour lui. Alors vous écrivez évidemment d'abord merveilleusement bien et très bien édité ce livre. J'ai vu qu'Isabelle Saporta est venue avec vous. Exactement, mais il est très bien édité. C'est un très bel objet. Et puis alors, c'est un plaisir de vous lire. Donc le plaisir de lecture, ça existe quand même. Sa beauté, vous parlez de Ava Gardner. Sa beauté, ne l'emprisonnez pas comme Bardot, ne la blessez pas comme Marilyn Monroe, ne l'affolez pas comme Garbeau. Sa beauté était là avec elle, tranquille. C'était pourquoi les femmes l'aimaient bien.
parce que nulle femme ne l'imaginait au foyer et que nul ne lui en voulait de ne pas y être, et que de même, nul homme ne l'imaginait fidèle, même si certains se désespéraient, car contrairement à toutes ces comédiettes dont la foule suivait les amours, les mariages, les accouchements avec sentimentalité, ces femmes que l'on retrouvait devant des cuisinières ou devant des cliniques, on ne retrouvait Ava Gardner qu'entourée de valises, avec portant ces valises un nouvel amant. Ça vous plaît? Ah oui. Vous savez pourquoi? Parce que c'est François Sagan qui a écrit ça. Oui. Mais parce que c'est dans la préface. Exactement. C'est parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, ce que j'ai voulu faire, en fait, moi, je ne pouvais pas être François Sagan. Oui. C'était trop bien gros sûr, pour bien moi sûr, en bien tant que sûr, romancière. Donc, en fait, je suis dans la peau de Ava Gardner. Je suis Ava Gardner. Oui. Je suis dans un aéroport parce qu'en fait, dans le texte qui commence, qui inaugure le livre, en fait, François Sagan raconte qu'elles se sont aimées, qu'elles se sont vues pendant un mois, cet hiver 67, et qu'elles se sont revues de longues années après dans un aéroport, et qu'elles ne se sont pas parlé, qu'elles se sont juste regardées, qu'elles n'ont pas osé se parler. Et effectivement, Sagan dit à cette époque-là, je vois Ava Gardner de loin et elle a changé. L'ovale de son visage s'est affaissé, elle a vieilli, elle a grossi. Et elle n'est plus aussi belle, mais en même temps, elle est toujours aussi belle. C'est toujours le plus bel animal du monde. Et en fait, moi, donc, je suis Ava Gardner dans cet aéroport, je vois François Sagan, j'imagine, je la fantasme et je revis ce mois d'amour intense à Paris. Voilà. Et donc, c'est une sorte de flot de conscience. Et je parle peut-être à la place de François Sagan, je parle à la place de Ava Gardner. Et c'est pourquoi ce jeu, effectivement, exactement. J'aime les frigidaires. Alors là, c'est vous qui écrivez. J'aime les frigidaires pleins, alors que je ne mange presque rien ou si mal. J'ai besoin en permanence de ma ribambelle d'amis bruyants, alors que mon métier déteste le brouhaha, le désordre. Je bois, je me drogue, je roule trop vite, je joue, je gagne de l'argent, puis je perds l'argent que je n'ai plus, je paye, je gâte, je ris, je tombe amoureuse. Je suis endettée, maigrelette, élégante, j'aime baiser avec les hommes, mais je tombe amoureuse des femmes, je m'ennuie si vite. J'apprends à te connaître, Miss Sagan, je vous connais déjà, Ava, je t'aime. François, je vous aime déjà, mademoiselle Gardner. Tu es plus rapide que moi, plus précoce, plus douée, tout simplement. Chut, cesse de te dénigrer, darling. Ta beauté ne doit pas te donner tous les droits et certainement pas celui de te flageller. Nous sommes les mêmes, toi et moi, deux femmes voulant essayer d'être un peu heureuses. Ça, c'est moi. Ah oui, mais c'est beau, et puis c'est juste surtout. Oui, moi, c'est juste, c'est une justesse psychologique telle qu'on imagine Sagan et Gardner, mais surtout Sagan. Enfin, aujourd'hui, elle serait tellement malheureuse, ce serait tellement horrible. Mais, oui, elle l'a été à la fin de sa vie déjà. Oui, mais déjà, on essaierait de la rattraper par rapport à... De lui faire la morale. À sa bisexualité, elle aime les femmes, elle aime les hommes, elle va avoir un enfant. Alors, on lui demanderait d'être militante, on lui demanderait d'être pro-féministe. Elle aurait détesté ça parce qu'elle était libre, elle ne voulait pas être dans une chapelle, elle ne voulait pas être partisane. Donc voilà, moi, ce qui m'a plu, c'est justement de donner la parole et de faire vivre cette histoire d'amour qui est à la fois d'une autre époque et qui à la fois pour moi est d'une grande modernité. D'ailleurs, la bisexualité de Sagan, qu'on a, me semble-t-il... Et de Gardner. Et de Gardner, mais qu'on a appris une fois qu'elle était décédée. On n'en parlait pas à l'époque. François Sagan n'était pas présenté, quoi. Je ne sais pas, vous qui avez vécu... pas militant chez elle. Un petit peu quand même la dernière période de la vie de François Sagan. Oui, était suivi, voilà. Oui, mais dans les années 60-70, ce n'était pas quelque chose dont on parlait. Parce qu'elle à ce moment-là. Elle a été mariée avec Guy Scheller, qui a été son éditeur. Puis après, elle a eu évidemment cette aventure. Elle s'est mariée avec Bob Westhoff, qui a été donc qui était mannequin homosexuel d'ailleurs, lui, qui était le père de son fils Denis. Et après, effectivement, elle a eu une attirance et une histoire d'amour absolument dingue à partir de 68, juste après Ava Gardner, avec Peggy Roche, qui était une rédactrice de mode. On a vécu sans... On peut en avoir la nostalgie ou pas. On a vécu une période brève où beaucoup de choses étaient permises et on n'en parlait pas. Et Françoise Sagan, c'est quelqu'un qui, par toute sa vie, par tout ce qu'elle a dit et tout ce qu'elle a tué ou caché, était éminemment quelqu'un qui n'aurait jamais condamné personne ou rien. Absolument. En quoi elle aurait été aujourd'hui, évidemment, vomi par Alice Coffin. À l'époque, l'homosexualité était mal vue quand même, il faut se rappeler. Oui, mais pas par Sagan. Pas par Sagan, bien sûr, mais par l'opinion publique, par la doxa, par la pensée dominante. Il y a tellement aujourd'hui une sorte de génération d'offensés, d'indignés pour tout, qu'effectivement, elle est totalement... elle transgresse toutes ces règles-là. En fait, c'est toujours pareil. Dès qu'on regarde ce passé-là, on a le sentiment, sans doute à tort, parce qu'on mythifie une forme d'âge d'or, de liberté, et que cet âge d'or commence au mi-temps des années 60 et va se terminer avec l'apparition du sida. Mais en effet, comme le dit Geoffrin, limité à une partie, à une frange de la société. La liberté.
Oui, pas que dans la bourgeoisie moyenne. Oui. Et Sauter raconte ça très bien, c'est la bourgeoisie Ça moyenne. se répandait peu à peu, mais il n'y avait pas la Gay Pride. Pas la Gay Pride. Non. Enfin, on a ce sentiment que cette période était bénie des yeux. J'ai fini hier une biographie d'Aragon et d'Elsa Triolet, couple mythique du communisme français, etc. Mais j'ai appris moi-même, je ne le savais pas, qu'Aragon était, dans la deuxième partie de sa vie, homosexuel. Notoriété publique. Franchement, là, vous avez découvert le Pérou à Orléans. Franchement. Je ne savais pas, parce que je voyais toujours, au contraire, Elsa, ce couple Elsa et tous ses livres sur Elsa. Tu ne lisais que l'humanité. Je ne cherchais pas de savoir qui couchait avec qui. Dites-moi, on dit Fran d'ailleurs, j'ai dit Fran ou Fran? Vous avez dit Fran et c'est bien. Ah, c'est joli, c'est plus joli. Mais vous avez raison. En fait, il ne faut pas trop idéaliser non plus le passé, parce qu'effectivement, malgré tout, Ava Gardner était bisexuelle, mais elle devait le cacher parce que c'était très mal vu à Hollywood. Et voilà, donc il ne faut pas non plus être dans une sorte de mythologie de la nostalgie. C'est toujours intéressant, moi je ne veux pas entrer dans ce qu'est la bisexualité, mais paraît-il qu'on n'est pas bisexuel. Alors dites-moi. Paraît-il que l'orientation sexuelle se détermine chez chacun de nous entre 7 et 10 ans, on n'y peut rien d'ailleurs, et qu'après on peut avoir des aventures bisexuelles. Mais alors je ne veux pas rentrer là-dedans sur ce que peuvent dire les uns et les autres. Françoise Sagan disait qu'elle était juste amoureuse de l'amour et qu'elle avait des attirances pour des hommes ou pour des femmes et qu'elle ne se définissait pas par rapport au sexe des individus. Voilà. Et quand elle avait un homme beau, par exemple, elle a eu une aventure avec Massimo Gardia, qui était un playboy magnifique italien à l'époque. Et en fait, il lui plaît, ils couchent ensemble, ils ont une aventure, ils restent après amis tout le long de leur vie. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas elle ne définit pas par rapport à un sexe. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que la sexualité, on met beaucoup plus les gens dans des cases, en fait. Vous trouvez? Oui. J'ai l'impression qu'au contraire, la jeune génération, de manière indifférente, parfois, peut faire même parfois des allers-retours. Par rapport aux peut faire des allers-retours et être très saganesque, justement. Alors, sans le savoir. J'entends parfois souvent des jeunes gens qui disent, ce qui me semble aussi. Oui. Voilà, je peux être avec un garçon. Alors, si c'est un garçon qui parle, je peux être avec un garçon, je peux être avec une fille. Et au fond, ce qui importe, c'est davantage l'état d'esprit, la personnalité. On vous étiquette malgré tout. On veut que vous vous définissiez par rapport à est-ce que vous êtes binaire, non binaire, gender fluide, est-ce que vous êtes... Alors ça, vous savez que les gens qui nous écoutent, la binaire, non binaire, gender... Alors binaire, c'est quoi gender fluide? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes ni homme ni femme, en fait. Vous êtes de l'un à l'autre. Vous êtes Yel. Oui, je ne savais pas non plus. J'ai toujours aimé ta voix, Fran. Je trouvais qu'elle s'enlaçait bien avec la mienne. On était un solfège improbable. Mon rauque dans tes aigus, mon débit de parole dans ton mutisme, tes complexes lovés contre mes complexes, mes inspirations mélangées à tes expirations. Nos milliers de débris réunis achevaient un puzzle que je garde au plus profond de mes souvenirs. C'est vrai que la voix, dans la séduction, ça reste quelque chose, qu'on soit homme politique, d'ailleurs femme politique, ou qu'on soit dans la vie intime, qui est extrêmement important. Moi, ce qui me plaisait, c'était qu'elles étaient radicalement différentes. Sagan, elle se trouvait pas belle, elle était complexée, elle se comparait à un petit oiseau mazouté, alors que Ava Gardner a eu tous les hommes à ses pieds, c'est la plus belle femme du monde, et que malgré tout, c'est Ava Gardner qui est subjuguée par Françoise Sagan. Ça m'a beaucoup plu comme histoire. Voilà. Et parce qu'elle a une intelligence exceptionnelle, Françoise Sagan. Parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est pétillante, parce qu'elle est libre, parce que justement, elle met aussi Ava Gardner sur un piédestal. Elles sont faites malgré tout du même métal. Une notoriété fulgurante, parce que quand Bonjour Tristesse sort, Françoise Sagan, elle a 18 ans, c'est un retentissement. Elle va dans le monde entier pour ce livre-là. C'est un coup de grisou pour elle. C'est 188 pages. Et vous qui écrivez d'ailleurs, je ne sais pas si vous relisez régulièrement Bonjour Tristesse, mais à chaque fois que je le lis, je me dis que c'est pas possible que quelqu'un de 18 ans ait écrit ça. C'est tellement, ça demande tellement de maturité, de rapport au monde, d'expérience, etc. Et pourtant, elle l'a écrit, hein, évidemment, je ne vais pas remettre en cause, mais c'est incroyable à 18 ans de sortir un livre comme ça. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, moi, c'est une des ambitions de ce roman, c'est aussi de faire lire à la jeune génération à nouveau François Sagan et qui regarde les films de Ava Gardner. Oui. Parce que ne serait-ce qu'un film de Ava Gardner et un livre de François Sagan, parce que tout est dit dans Bonjour Tristesse, en fait. Mais tout est dit. Sur l'amour, une forme la solitude, quelque chose le temps qui passe, la famille, de désenchantement. Des Mais à 18 ans. Oui, je suis d'accord. Et c'est votre livre préféré de François Sagan?
Non, moi j'aime bien la chamade. Non, j'aime beaucoup Avec mon meilleur souvenir, qui est d'ailleurs pas une compilation de récits. Les portraits qu'elle fait de Billie Holiday, des gens qu'elle rencontre, quand elle arrive un matin et qu'elle a joué le 8 toute la nuit et qu'elle gagne, elle achète le 8 août parce qu'elle a gagné 8 millions. Et ça lui avait permis d'acheter justement son manoir en cash. Voilà, exactement. Donc, mais je trouve que c'est formidable, Sagan, mais tout le monde aime Sagan. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. C'est toujours trop court. Et la photo est très belle. Hein. Ouais, elle est magnifique. Elle est vraiment très belle. Ouais. Voilà, elle est très très belle cette photo. Et je trouve c'est à Saint-Tropez. C'est à Saint-Tropez. On va voir une photo de François Sagan. Et il y a quelque chose qui résume tellement François Sagan, je trouve, et qui montre sa bienveillance, sa gentillesse, son intelligence, son humanité. C'est l'interview qu'elle donne à Pierre Desproges, qui joue un imbécile. Et la délicatesse dont elle fait preuve, la bienveillance dont elle fait... La délicatesse, c'est vraiment le terme. Voilà, qui fait qu'elle est merveilleuse dans cette séquence, et évidemment, elle est aimable... Et plus que cela. Donc merci vraiment pour très très belle couverture. Hein. Vraiment très très beau livre. Bon c'était bien de vous recevoir. Et puis ça nous change quand même de ce dont on parle régulièrement. C'est un peu politique aussi. Hein. Mais oui, mais d'une manière différente. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment aller au Théâtre de Poche voir notre ami. Il faut. Je fais votre publicité. Mais je vous en suis... Notre ami Laurent Geoffrin, on rappelle le titre de la pièce ? Dialogue aux enfers. D'accord. Et vous allez avoir un Molière ou pas ? On ne sait pas. On ne sait pas encore. Arthur Muriot était avec nous, Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Timour était au son, merci Bouka à Bella, merci à Marine Lançon, donc et Arthur Muriot. Dans une seconde, c'est Jean-Marc Morandini. À ce soir. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.